Chaque été, nous sommes des millions à partir en vacances à la recherche de soleil, de farniente, mais aussi de sensations fortes. Entre amis ou en famille, les touristes français et étrangers sont en quête d'évasion. Mais pour certains, les vacances ne se passent pas toujours comme prévu et parfois même tournent court. La randonnée, c'est terminé? Ah bah oui, absolument. Allez, tout le monde s'écarte. Allez, on saute. Certains ne reviennent pas indemnes de leur séjour. Je n'ai rien vu venir. Le requin est vraiment venu m'attaquer par-dessous. Alors, pour assurer notre sécurité, des anges gardiens veillent sur nous en permanence. Sur l'île de la Réunion, les sauveteurs traquent la présence d'un redoutable prédateur, le requin bulldog. Apparemment, ils auraient vu un aileron au niveau de Cap-Omar. En Corse, les gendarmes de haute montagne volent au secours des vacanciers dans les endroits les plus inaccessibles. Grisés par les paysages et les canyons, certains en oublient que l'île de beauté reste sauvage. Encore, stop, on pose. L'été, même les plages les plus tranquilles peuvent s'avérer dangereuses. À Nice, pompiers et des mineurs font parfois d'inquiétantes découvertes au milieu des baigneurs. On a réussi à neutraliser la grenade. Ça suffit amplement à tuer un être humain. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces hommes et ces femmes qui mettent leur vie en danger pour sauver la vôtre. De l'île de la Réunion à la Corse, en passant par la Côte d'Azur, vous allez découvrir les missions de ces sauveteurs de l'extrême. Sur les bords de la Méditerranée, une ville est prise d'assaut tout l'été. Nice et ses plages de galets. La capitale de la Côte d'Azur attire 1 million de vacanciers en juillet et en août. La moitié d'entre eux sont des touristes étrangers qui viennent profiter du luxe de la French Riviera. À Nice, les sauveteurs de l'été, ce sont les pompiers et les médecins du SAMU. Hôpital Saint-Roch. C'est ici qu'un des plus importants SAMU de France est implanté. On a déjà été prévenu, madame. Le SAMU, bonsoir. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. N'importe quelle personne en détresse peut appeler en composant le 15. Pendant l'été, 1200 appels arrivent tous les jours. Ils sont traités par ce qu'on appelle des régulateurs. Leur rôle, évaluer la gravité des symptômes pour lancer les secours si nécessaire. Je vais vous passer le médecin, vous allez voir avec lui, hein, d'accord? Je vous le passe. Cédric, 37 ans, est médecin urgentiste au SAMU de Nice depuis 7 ans. Comme tous ses confrères, il assure des permanences téléphoniques pour répondre aux appels. Oui, bonjour, docteur Valour, là, du SAMU. Bon, les pompiers sont partis à l'appel, hein. Juste pour votre maman de 51 ans, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu des maux de tête? Avec l'expérience, on arrive finalement en 3-4 questions, à savoir si c'est grave, si c'est pas grave, s'il y a besoin d'un renfort médical ou pas, et si c'est sérieux. Pendant l'été, avec l'arrivée des touristes, la population du bassin niçois est multipliée par 3. Donc ce qui est différent avec l'augmentation de la population, donc c'est bien sûr toutes les pathologies circonstancielles, donc le nombre de noyades, d'accidents sur les plages, après tous les accidents festifs dus à la consommation d'alcool, de stupéfiants. Le SAMU, bonsoir. Au SAMU, les médecins assurent des tours de garde de 24 heures d'affilée. Malgré la fatigue, il y a toujours quelqu'un pour répondre aux appels de détresse. Quelques heures plus tard, le jour se lève sur la baie des Anges. Cédric poursuit sa permanence. Il vient d'être appelé pour un cas très grave. Un touriste italien s'est écroulé au port de plaisance de Nice. A priori, il aurait fait un malaise cardiaque. Déjà sur place, les pompiers ont commencé à lui faire un massage. Bonjour Steph. Alors? C'est quoi, dis-moi? Salut les gars. Une personne de 63 ans qui a fait un malaise d'origine indéterminée, il était sur son bateau. D'accord. Il est revenu là. Ok. Il s'est plaint, quand à mon arrivée il était conscient, il parlait normalement, il m'a juste dit qu'il avait mal au bras droit. D'accord, il a mal à la poitrine ou pas? Ici, pas à la poitrine, mais d'accord. en dessous. Ok. Décale-toi un petit peu, 2 secondes. Symétrique à 17 okay. de... Donc il y a eu 5 chocs massés d'emblée. Non, attends, je regarde juste là. Ok, ça marche. Continue à ballonner, tu accélères un peu le massage. Christophe, ça marche. Christophe, tu me prépares une sonde de 7, une Mac 4, s'il te plaît.
La vie de ce touriste italien est désormais entre les mains de Cédric. Le plaisancier revenait de baignade et amarrait son bateau lorsqu'il a été pris d'une forte douleur à la poitrine. Sa femme et leur ami ont immédiatement donné l'alerte. Le cœur du touriste s'est arrêté à plusieurs reprises. Les pompiers lui ont déjà administré 5 chocs électriques. Alors tu me passes un masque à haute concentration, s'il te plaît, il a repris un pouls, on lui pose la voix. Son cœur vient de repartir. L'homme respire à nouveau. Ça marche, mais on a un pouls. Tu le mets à 15 litres? Ouais. Allez les gars. Cédric vient d'engager un combat contre la mort. Mais le cœur du touriste bat trop lentement. Le médecin n'a pas le choix. Il prépare un 6e choc électrique. Tout le monde s'écarte. Allez, on choque. Le cœur du touriste vient d'encaisser une nouvelle décharge. Il repart, mais ne bat jamais très longtemps. Pour l'aider à respirer, Cédric décide de l'intuber. Fais-moi la manœuvre de Cédric, Waria. Ouais. Quelqu'un remplace Waria Vas-y. et quelqu'un me remplace au bas-vu. Jean-Robert, c'est bon? Tu me remplaces pendant que je vais fixer. Il faut que la sonde ne bouge pas du tout. Ok. Et après, on ira sortir la planche à masser. Cela fait déjà 30 minutes que les sauveteurs prodiguent des massages cardiaques. Tout le monde commence à fatiguer. Pour soulager l'équipe, Cédric va utiliser un appareil ultra moderne, une planche à masser. Alors, pour faire la manip, peut-être quelqu'un... Venez. Vous mettez là et vous nous tenez la perfusion comme ça, un peu à l'extérieur de la scène. Merci. Préparez-vous à lever. Levez. Ok. On recule, on recule, on recule. Posez. Okay. Placée sous son corps, la planche va masser automatiquement le malade. Un dispositif utilisé depuis quelques années par le SAMU et les pompiers. À l'écart, son épouse assiste à la scène. Alors, est-ce qu'on a de la famille? Oui, avec la femme. Vous êtes son épouse. Est-ce qu'il a des problèmes cardiaques, d'antécédents cardiaques ou pas? Qu'est-ce qu'il a comme traitement? Est-ce qu'il prend des médicaments? Amlodipine. Amlodipine. Est-ce qu'il a déjà fait des infarctus? Non, jamais. Il a vu un problème au pancréas. Au pancréas. D'accord, ça me va. Écoutez, Il fume beaucoup. ça marche. C'est très sérieux. Je vous laisse vous décaler un petit peu. Je viens régulièrement vous dire ce qui se passe. D'accord? C'est important. Hein? L'homme reste entre la vie et la mort. Et Cédric n'est pas très optimiste. Il décide d'appeler l'hôpital pour demander une place en réanimation. En gros, je te fais en 2 mots le tableau. 60 ans, malaise avec douleur thoracique, bras gauche, puis arrêt. On en est environ au 12e choc. 5 chocs par les secouristes, 7 chocs par nous, en fibrillation ventriculaire. Voilà, écoute, on continue, tu me tiens au courant, tu vois un peu, hein? Allez, c'est pas de souci. Ciao. Avant de le transporter, Cédric retourne voir l'épouse du touriste pour tenter malgré tout de la rassurer. Alors, madame, bon, c'est très sérieux. Très grave. Très grave, très grave, très grave. Le pronostic vital est engagé, hein, vous lui expliquez bien. Là, on a réussi à récupérer une activité électrique. Hein, donc on se bat vraiment, hein, parce qu'il a été massé, il y a eu le massage, les chocs électriques très rapidement. Hein, donc on se bat et on va aller en cardiologie à Pasteur. A priori, c'est une artère bouchée qu'il faut déboucher. Et après, on verra. Hein. Et sa tête? C'est ça qui est sérieux, parce que quand on fait un arrêt cardiaque... La dame vient de comprendre que le cerveau de son mari a manqué d'oxygène trop longtemps. Les séquelles peuvent être irréversibles. Allez, courage, madame, on essaie de se battre tous ensemble. D'accord. Allez, les gars. Il faudrait que tu donnes toutes les perfusions, par exemple, aux policiers. Allez, je me mets au bassin. On se met au bassin, on va garder la planche. Moi, je me mets aux épaules, tu restes, ou si tu veux, je me... Ouais. Il y en a un au pied, moi je suis au bassin. Et en fait, on va mettre ses mains sur le ventre et on va soulever la planche. À l'hôpital, les cardiologues vont devoir enlever le caillot qui obstrue son artère. Cédric et son équipe ont tout mis en œuvre pour stabiliser ce patient. Vont-ils réussir à le sauver ? À son arrivée au bloc opératoire, le malade est immédiatement entouré d'une dizaine de personnes. Le moment est venu pour Cédric et son équipe de passer la main. Ok, c'est bon. Cédric arrive au bout de son tour de garde. Il est éreinté. Comment tu te sens, Cédric? Je suis fatigué là. Ouais, parce que c'était physique et il faisait chaud et puis on a... Là quand même c'est intense là au niveau adrénaline là quand même ça nous met
On doit agir vite, faire un peu, prendre des décisions rapides parce que ça évolue sans arrêt. Il était compliqué au début, le patient en plus. Donc fatigué là. Alors, on a fait la belle inter bien crevante. Pour le médecin urgentiste, il est trop tôt pour aller dormir. Le patient italien est rentré au bloc il y a 3 heures et l'opération vient de se terminer. L'heure d'annoncer des nouvelles à la femme du malade. Les points positifs, hein. On a récupéré une activité électrique, on a débouché l'artère, il est maintenant en réanimation plus ou moins stable. Et maintenant, on prend le temps de voir comment il réagit au niveau de son cerveau, savoir s'il n'a pas trop souffert ou pas. C'est ça maintenant. Ce qui va être décisif, c'est ça. Ça risque de prendre quelques... Ça prend un peu de temps, hein, dans les prochains jours. Hein, voilà. Donc là maintenant, c'est vraiment le pronostic cérébral qui est important. Donc il faut être patient. Là, il va y avoir... Et maintenant, le cœur, c'est... Le cœur est débouché. C'est normal. Voilà. Okay. Donc maintenant, il faut laisser un peu faire le corps humain et tout ça. D'accord? Allez, bon courage. Hein. Merci. Allez, hein, c'est bien. Fin de garde pour Cédric et ses collègues. L'équipe de nuit va prendre le relais. Allez, à plus. Ciao, ciao. Cédric va enfin pouvoir aller se coucher. Malgré tous ses efforts et ceux des chirurgiens, le touriste italien de 63 ans décédera dans la nuit. Son cœur n'a pas résisté. Pour évacuer le stress des interventions, Cédric éprouve souvent le besoin de courir sur la plage avec sa compagne et son meilleur ami. Des parenthèses indispensables pour tenter de faire le vide. Quand je fais du sport, ce que je ressens, c'est vraiment... j'essaye de plus penser du tout à l'hôpital, hein, de me libérer un peu de toutes les pressions qu'on a, parce que quand même pendant 24 heures, souvent, de nuit, sur des grosses interventions, on est très concentré, alors que là, vraiment, le but du jeu, c'est de s'évader et d'être complètement libéré un peu notre esprit. Héloïse, la compagne de Cédric, est également médecin au SAMU. Ils se sont rencontrés à l'hôpital de Nice il y a 2 ans. 2 médecins urgentistes dans un même couple, mais qui arrivent tout de même à accorder leurs agendas. C'est vrai qu'on essaye d'avoir ces gardes ensemble pour avoir des journées, plusieurs journées de repos et faire ces activités, se retrouver un peu en amoureux, faire du sport. Et voilà, et finalement, c'est pas mal parce que on a des jours de semaine de libre. On travaille beaucoup les week-ends et les nuits, mais après les jours de semaine de libre qu'on a, on en profite et dans des endroits comme ça magiques où il n'y a finalement pas grand monde. Donc c'est un peu des endroits magiques rien que pour nous, donc c'est cool. C'est sûr que c'est difficile par moment, on a des interventions qui sont compliquées. Moi je trouve ça bien d'être à 2 dans la même profession, enfin dans le même style de vie, parce que ça peut être difficile à comprendre et à accepter pour quelqu'un d'autre qui n'est pas du métier, qui ne comprend pas forcément le travail et puis le rythme de vie en fait. Hein. Donc, pour nous en tout cas c'est plus simple comme ça. C'est pas mal. Héloïse et Cédric vivent sur les hauteurs de Nice. Cédric est rentré au SAMU il y a 7 ans. Depuis, il vit chaque intervention comme un challenge. C'est vrai que sur intervention, on a de la pression. Et finalement, c'est peut-être pour ça, je pense qu'on fait ce métier de médecin urgentiste pour cette pression-là. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation de désordre, avec beaucoup de pression. Et vraiment, la qualité de ce travail, c'est cette adrénaline et cette pression, de la gérer pour partir d'un désordre et arriver à tout réorganiser pour que on puisse faire la meilleure thérapeutique et les meilleurs soins aux patients. Donc ça, c'est vraiment ça qui nous motive pour ce genre de travail. Et finalement, le médecin du SAMU, ça permet de gérer un peu tout ça, c'est-à-dire le stress, la possibilité de sortir de l'hôpital et d'aller en intervention, que ce soit en ambulance, en hélicoptère, dans des endroits complètement atypiques. Alors voilà, c'est vraiment ça qui me motive et qui m'a motivé pour faire ce métier. À Nice, pendant l'été, les pompiers sont eux aussi quotidiennement sur le terrain. Ils partent de la caserne Magnan, la plus grande de la ville. C'est ici qu'habite Frédéric au premier plan. Âgé de 42 ans, ce pompier professionnel vit sa 10e saison estivale et connaît la ville comme sa poche. Il vient d'être appelé pour une intervention rarissime sur cette plage. Elle est habituellement très fréquentée, mais les autorités viennent de l'évacuer en urgence. Tu as confirmé alors? Ouais, c'est ça. Ce matin, en fait, un nageur est venu nous voir. En fait, apparemment, pour lui, il avait trouvé une grenade. Donc, en fait, j'ai fait une petite reconnaissance au bord de l'eau. J'ai pu matérialiser au niveau des palmes.
Et donc j'ai bien confirmé que c'était apparemment un objet suspect de type grenade en fait. Une grenade dans l'eau, à 5 mètres à peine du bord de la plage. Il faut la détruire au plus vite. Mais Fred et ses collègues ne sont pas habilités à le faire. Ils ont appelé en renfort les démineurs de la Marine nationale. La Marine nationale est arrivée sur les lieux, a déjà fait sa première reconnaissance. Donc c'est un engin qui est explosif, qui est encore armé et qui est apparemment dans l'eau depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les derniers baigneurs ont été évacués. L'opération va pouvoir commencer. En fait, leur but, c'est de faire sauter l'engin explosif. Et ils vont l'éventrer pour disperser la poudre. Et ils risquent d'avoir une onde de choc. Souvenir des 2 guerres mondiales, des grenades sont éparpillées un peu partout sur les côtes françaises. Sur la Côte d'Azur, les démineurs en détruisent en moyenne une chaque année. La charge explosive a été placée. Donc là, dernière vérification que le plan d'eau est bien dégagé. Et normalement, on ne devrait pas tarder à faire péter le... Visuellement, il y a quelque chose? Normalement, non. Non. Il n'y a pas assez de, il y a pas assez de charge. Matière active, ouais, pour que ça... Vu que la colonne d'eau est de 5 à 7 mètres, on devrait seulement entendre un bruit sourd. Les démineurs ont relié la grenade à un détonateur. Ils vont maintenant la faire exploser à distance. 3, 2, 1, mise à feu. Voilà. On a entendu un bruit sourd. Ouais. Ok, bien parti, on débranche la ligne et on chante. Ces petites bulles qui remontent à la surface, c'est le signe que l'opération a réussi. Le danger est écarté pour les baigneurs. On a réussi à neutraliser la grenade. On a utilisé un système qui nous a permis de l'éventrer et de la rendre inoffensive. Ça suffit amplement à tuer une personne. Dans l'eau, l'onde de propagation est assez importante pour tuer un être humain. Fred et ses collègues ont réouvert le périmètre de sécurité. Les vacanciers reprennent leur place au soleil, comme si de rien n'était. Ça a été rapide, les démineurs sont encore sur les lieux et la plage a été rouverte au public. Donc flamme verte a été remise et on voit les gens, ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont déjà sur la plage, il y a même déjà dans l'eau. Sans chercher à savoir ce qui s'est passé avant, les gens ont repris leurs habitudes de vacances. Opération terminée pour Fred et ses collègues. À l'image des médecins du SAMU, les pompiers de Nice sont d'astreinte jusqu'à 24 heures d'affilée. Alors, dès qu'ils le peuvent, ils viennent se reposer et se ravitailler à la caserne. Et maintenant, on va essayer de manger. Chose qui n'est pas toujours évident. Pourquoi? Eh ben parce qu'on est soumis au départ, donc c'est pas rare qu'on mange en 2, 3, même des fois qu'on mange pas et qu'on attende le repas du soir. Ce jour-là, Fred pourra finir son repas. Le soir venu, les rues de la ville sont envahies par les vacanciers. Les terrasses des restaurants sont bondées et parfois les pompiers sont appelés pour des interventions étonnantes. Une touriste chinoise qui dînait tranquillement est sur le point d'accoucher. Ces contractions se sont déclenchées pendant le repas. On y va, ok, on va dans l'ambiance, d'accord? C'est Émile qui va avoir la lourde tâche de la conduire jusqu'à l'hôpital. Vous avez quel âge, madame? Vous avez quel âge? Pas facile de communiquer. La touriste chinoise ne parle ni français ni anglais. Heureusement, son mari va jouer les interprètes. Il faut demander à votre épouse une chose. Quand elle a des contractions, je viens de savoir le temps en fait. Donc écoutez-moi, quand elle a une contraction, vous dites voilà, qu'elle me dise elle a une contraction, en je peux me mettre. D'accord? Bien petit bonhomme. Si la femme a des contractions trop rapprochées, elle risque d'accoucher dans le camion. Mais son mari reste zen. C'est ma femme qui va avoir l'accouchement. Il vient comme ça. Elle est enceinte de combien? C'est pas 9 mois, 39 semaines. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait même pas une semaine. Vous êtes en vacances? Oui, c'est ça. Direction l'hôpital. La jeune femme n'a pas encore perdu les os, mais Émile est stressé. Il aimerait la rassurer, mais la barrière de la langue l'en empêche. Vous avez l'air un peu déconcerté de ne pas parler. Totalement, parce que j'aimerais lui expliquer qu'elle a rien à craindre, qu'elle ne doit pas être stressée, tu vois. C'est vraiment chose là, lui dire que voilà, je maintiens le bassin comme je peux parce qu'on prend du virage et tout, qu'on va quand même en gros doucement et tout, mais bon,
que ce soit confortable pour elle. Donc on fait tout ce qu'on peut faire. Hein. Tu vois, j'ai mis un petit coussin sous le dos, parce que la dame est bien cambrée, ça l'a un petit peu réconfortée, elle est un peu plus confortable, elle m'a souri, c'est déjà pas mal. Le camion est obligé de passer par le centre-ville, et malheureusement beaucoup de rues sont pavées. Les secousses risquent de déclencher son accouchement. Allez, courage. On roule doucement en plus. Hein. Ça va madame? Allez, vous êtes courageuse, c'est bien. C'est le deuxième bébé. C'est pas le premier, c'est le deuxième, d'accord. Sur la route, les secousses continuent. Toujours optimiste. Après un quart d'heure de trajet, l'ambulance arrive enfin. Allez, hop là. Venez. Voilà, super. Très bien. Ok. La jeune femme va pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. Émile est soulagé. Non, bah c'est bon, tu vois, elle n'a pas accouché dans l'ambulance. Donc c'est quand même mieux d'accoucher tranquillement dans une clinique avec tous les moyens médicalisés. Et donc cette fameuse barrière de la langue qui nous a posé un petit peu de problème, mais on s'en est quand même pas mal sorti, quoi. Merci 1000 fois. Eh ben, merci beaucoup. Les pompiers français, les professionnels, avec le grand cœur. Merci. Surtout grand amour. Moi, c'est ancien militaire. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça le salut comme ça, je vois tac. Oui. Tous des flics, des gendarmeries, des militaires s'entendent bien. Bon, en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci okay. beaucoup. Merci, merci chef. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur. Merci. Merci, chef. Le lendemain matin, la jeune touriste a mis son bébé au monde et tout s'est bien passé. Voilà. Comment ça va? Ouais. Ça va bien? Pas trop fatigué? Hein? Ça va? Très bien. Bon, alors ce bébé? Ça va. D'accord. Bon, je crois le pédiatre a vu le bébé, il n'y a pas de problème. Lorsque les pompiers l'ont amenée l'autre soir, jeudi soir, et elle est arrivée un petit peu à la dernière minute, mais bon, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Elle a fait un beau petit bébé, une belle petite fille, sans aucun souci. Une petite fille qui a failli avoir un drôle de prénom. On ne peut pas donner un prénom comme pompier, parce que c'est le pompier qui fait venir en clinique, qui a été beaucoup, qui est vraiment sympathique. Finalement, le papa a opté pour un prénom beaucoup plus simple. Marie, un prénom français. Pour ma fille qui vient comme ça en France, ça me fait grand plaisir. Une petite fille qui aurait pu être française et chinoise, mais qui sera finalement chinoise, car la Chine n'accepte pas la double nationalité. Au même moment, c'est une urgence beaucoup plus grave qui attend les pompiers. À Nice, au cœur de l'été, sur les hauteurs de la ville, des milliers de touristes et d'habitants empruntent les corniches et les routes qui partent du bord de mer pour remonter vers l'arrière-pays. Par beau temps, beaucoup en profitent pour utiliser leurs deux roues. Mais les pompiers, eux, multiplient les sorties sur ces reliefs. Fred et ses équipiers repartent sur les chapeaux de roue. Le conducteur d'un scooter vient d'entrer en collision avec une voiture. Bon, il est en PLS, apparemment il bouge. Avancez, madame, avancez. Avancez complètement. Si tu arrives à te mettre devant le camion, voilà, où il y a le mec là. Tu te mets là. Le scooter, il est là. Comme ça ici. Le conducteur du scooter a tenté de doubler un camion de livraison, stationné au même emplacement que celui des pompiers, quand cette voiture noire a surgi face à lui du parking. Le deux roues l'a percuté de plein fouet. Le chauffeur du scooter, un homme de 30 ans, est allongé sur le bitume. Les habitants du quartier ont préféré lui laisser son casque. Il est toujours conscient. Là, dans la position où vous êtes, vous avez mal où? Vous avez mal nulle part. Vous vous rappelez? Donc vous me dites qu'il a perdu connaissance? Oui, il a perdu mais pas longtemps. Je prépare bien le collier. Ok. Alors ce qu'on va faire d'abord un retournement, on va le mettre sur le dos. Non, bougez pas, ne bougez pas.
Ça va aller, ça va aller. Voilà. Touchez rien. On y fait, on y enlève le casque, on pose le collier. Sur place, Fred est aussitôt sollicité par les témoins. Et autour de lui, les badauds commencent à s'énerver. Non, nous non. Par contre, si vous avez vu l'accident, il faudra peut-être attendre la police. Est-ce qu'il a eu un accident tout seul? Bon, ça après, c'est la police. C'est pas nous. Voilà, c'est pas... La police n'est pas encore là. Et le ton va monter entre ce livreur au t-shirt bleu et la conductrice. C'est la dame qui a fait l'accident. Avec des lunettes là-bas. Vous avez vu quelque chose? Ouais, elle est sortie, elle me dit qu'elle s'est arrêtée, elle s'est même pas arrêtée. Elle vient de me dire qu'elle s'est arrêtée. Le conducteur du camion à l'arrêt l'accuse. Moi je vous dis que vous n'êtes pas arrêté, madame. Moi monsieur, je vous dis que vous avez reculé votre camion, il y a 50 personnes. Il y a beau y avoir 50 personnes, madame. Il y a 50 personnes qui viennent de vous voir reculer votre... Regardez où le scooter. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sors du parking, je suis sortie du parking et la moto a doublé le camion qui était arrêté, il est monté comme un fou. Madame, il montait pas vite ce jeune homme. Moi je vous dis qu'il montait pas vite. Attendez, avec je sors d'un parking. 50 cm plus bas monté, je vous dis qu'il montait pas vite le véhicule. C'est vous qui vous êtes sortis, vous n'êtes même pas arrêté pour savoir. Non mais moi je vous le dis parce que moi je vous ai vu. Alors vous captez des bêtises, moi quand vous toujours approché la caméra en l'air, encore vous essayez d'avoir raison. C'est honteux. La dispute prend des proportions qui commencent à gêner le travail de Fred. Alors, vous savez quoi? Et là, on est en train de s'occuper du monsieur. Si vous avez des affaires à régler, vous vous mettez derrière l'ambulance. Allez, s'il vous plaît. En l'absence de la police, Fred doit faire le ménage. Ah ben oui, là, chacun a tort, a raison. Ça nous empêche de travailler dans des conditions normales. Il faut gérer aussi ce qui se passe à côté. Voilà, on va sortir la civière à aube et le coquille. Ça va, monsieur? Il essaie de se relever, tu vois. Ouais, mais on va prendre toutes les mesures de sécurité. Le motard a eu beaucoup de chance. Il ne souffre que de simples égratignures. Les pompiers vont tout de même le transporter à l'hôpital pour des examens plus approfondis à la tête et à la colonne vertébrale. Un milieu urbain, ça arrive souvent. Et puis surtout, bon, en période estivale, où les gens se déplacent beaucoup à deux roues pour éviter la circulation avec les touristes et puis parce que le temps le permet. Donc c'est des choses qui arrivent fréquemment, oui. Alors que la victime est auscultée dans le camion de pompiers, Fred doit encore faire la police au milieu des témoins. Non mais les gens ils sortent comme des fous de ah, mais... Après la dame si on regarde... La dame, elle est dans sa voie. Oui, mais elle est dans sa voie, la dame. Hein? Elle est dans sa voie, la dame. Hein. Oui, mais lui il a peut-être doublé 4 fois. Ouais. En fait, la conductrice qui sortait du parking n'est pas en tort. C'est le conducteur du scooter qui est en faute. Il a franchi cette ligne blanche. Il s'en sortira avec quelques contusions. Il est 20h30. Retour à la caserne de Magnan pour Fred. La journée s'achève, mais il est encore de garde pour la nuit. Fatigué par ses interventions estivales, il espère quand même se coucher tôt. Ouais, donc là, c'est nos casiers de feu, en fait. C'est l'endroit où on vient poser les affaires de feu quand on est de garde, pour être au plus près et au plus rapide pour partir. Donc chacun a son petit carré, où il faut être un peu les rois de du rangement pour arriver à mettre tout son barda. Et voilà. Allez, merci, bonne nuit aussi. Pendant que Fred se repose, sur la promenade des Anglais, les touristes font la fête. L'été, entre les festivals et les sorties en boîte, l'alcool et la drogue forment un cocktail détonnant. Au SAMU, les médecins savent qu'ils vont devoir intervenir. L'heure critique est en général celle des sorties de boîte. Ce matin-là ne va pas faire exception à la règle. Un appel va conduire les médecins urgentistes sur l'autoroute A8. Un terrible accident vient de se produire. Les pompiers sont déjà là. Ce véhicule complètement éventré a violemment percuté l'arrière d'un poids lourd. À bord, 4 jeunes rentraient de boîte de nuit. 3 ont miraculeusement survécu, mais le passager arrière a traversé le pare-brise. Il est mort sur le coup. En chemise blanche, le conducteur du véhicule est en état de choc, mais sa petite amie a survécu.
La troisième personne, victime d'une fracture du bassin, a été conduite à l'hôpital. Fabien, l'urgentiste, se porte au chevet du conducteur. Il y a ma copine qui s'est fait mal à la tête et moi j'ai rien. J'ai rien. Petit conducteur censuré. Oui, Vous sortez de votre nuit? Oui, on sortait de boîte de nuit, mais moi j'ai jamais vu de ma vie, je me suis jamais drogué, j'ai fait le test d'alcool et j'ai jamais rien vu de ma vie, je déteste ça. Et là vous avez vu? Non, j'ai jamais rien vu, jamais, rien. Je déteste ça. Pour vous dire, je déteste quand ma copine elle en voit, alors vraiment j'ai horreur de ça. Il y a un peu qui j'ai sûrement dû m'endormir, mais ça s'est passé en, je sais pas, 5 secondes. Eh oui, ça l'a fait. Vous vous rappelez de tout? Vous avez cassé la tête? Non, ça va, j'ai rien, j'ai mal nulle part. Je vais voir votre... Je peux retourner avec elle. Vous devez prendre l'attention. Elle va bien. Elle va bien. Le jeune se serait endormi au volant. Quelques secondes qui ont suffi à provoquer l'irréparable. Le chauffeur est tellement sous le choc qu'il ne s'est toujours pas rendu compte que son ami était décédé. Son corps n'est pourtant qu'à quelques mètres de lui. Dans l'ambulance, la petite amie du conducteur est désorientée. Elle non plus n'a pas mesuré la gravité de l'accident. Le médecin urgentiste se concentre sur son état de santé, car sa tête a tapé le tableau de bord. Elle souffre d'amnésie. C'est quoi, c'est toi qui conduisais? Oui, c'est moi. Tu leur as dit que tu buvais jamais d'alcool? Oui, je leur ai dit, j'ai fait des petits tests et je les ai. Tu te souviens pas de ce qui s'est passé? Plus que ça. Je me suis réveillé, j'ai sorti tout le monde de la voiture et... Mais tu bois jamais? Mais je sais. Je me souviens d'avoir ralenti, quoi, 200 mètres avant là, parce qu'il y a souvent des flics qui se mettent pour nous flasher. J'ai ralenti, je devais être à quoi, 90 ? La voiture, je crois. Je devais être à 90 et je me suis réveillé là, j'ai sorti tout le monde de la voiture et... Fabien livre un premier diagnostic à l'hôpital. Apparemment, ouais, décédé d'emblée, il est par terre. Et effectivement, ça a tapé très fort à droite, apparemment lui devait être à droite et c'est toute la carlingue est ouverte sur le côté droit, donc s'il n'était pas ceinturé, il a été éjecté, quoi. Le conducteur, lui, a strictement rien, c'est un indemne, il est impliqué, choqué psychologiquement. Il n'arrête pas de dire moi je bois jamais, bon, enfin, voilà, donc, mais constante normale, indemne, même pas la trace de la ceinture. Vraiment, ça n'a pas dû taper très fort, mais ils ont été surpris parce qu'ils se sont endormis, je pense que, voilà. Je n'aurais pas dit encore qu'il y avait un décédé. Voilà. Je pense qu'on va leur dire tranquillement aux urgences, parce que déjà, comme ils sont dans des états pas possibles. Okay. C'est toujours difficile parce que c'est des jeunes, parce que dans les victimes, une personne jeune qui a malheureusement perdu la vie, brutalement comme ça, ils n'ont rien demandé à personne, ils rentrent d'une fête et c'est sûr que c'est typique des soirées d'été, quelquefois arrosées. Là, c'est peut-être pas le cas. A priori, j'ai pas eu le gendarme pour savoir s'il a soufflé, s'il était positif au test d'alcoolémie. Mais... Pour Fabien, le plus délicat reste à venir. Annoncer le décès de leur ami. Mais il décide de le faire plus tard. C'était pas le moment de lui dire. Hein. Ah non. On essaiera de passer aux urgences, limite, on essaiera de leur dire. Hein. Allez, go, on y va? Vous leur avez rien dit aux gens? Non, toujours pas, non. Toujours pas, non. On va laisser déjà le digérer un petit peu ça. Il commençait à se calmer, le conducteur. Bon, il réalise un petit peu, mais... On va laisser tranquillement. De toute façon, son ami va rester quelques heures aux urgences et on aura eu le temps de tranquillement l'amener les choses. Parce que là, c'est quand même très brutal, ça vient de se passer. Il faut un petit peu de temps. Ouais, c'est clair. Les jeunes apprendront finalement la tragique nouvelle, avec leur famille dans l'intimité. À Nice, les pompiers et le SAMU n'évoluent pas dans une nature hostile. Mais vous allez voir que d'autres sauveteurs font face à une menace invisible et insaisissable. Ils travaillent à 9000 km de la métropole. La Réunion, dans l'océan Indien. Une île paradisiaque qui attire chaque année 500 000 touristes, dont beaucoup de Français. Ils viennent pour découvrir ces paysages volcaniques d'une beauté à couper le souffle. Mais aussi des marchés colorés garnis de produits exotiques. Mais les joyaux de l'île de la Réunion, ce sont ces lagons d'eau turquoise protégés par une barrière de corail
et ses 40 km de plage de sable fin. Pour elle, les vacanciers sont prêts à faire des milliers de kilomètres. Et les surfeurs qui enchaînent les vagues en ont fait leur paradis. Mais depuis 2 ans, la peur a gagné toute l'île. Celui qui sème la terreur, c'est ce prédateur, le requin bulldog. Surnommé ainsi à cause de son apparence trapue et son nez arrondi, ce monstre des mers peut atteindre 3,50 m de long. Parmi les espèces de requins, il possède la mâchoire la plus puissante. Depuis plusieurs mois, une douzaine d'attaques a eu lieu à moins de 50 mètres des côtes. Le requin bulldog s'est rapproché des plages, et ce n'est pas un hasard. Ce qui l'attire, ce sont les déchets charriés qui se jettent en mer. L'urbanisation accélérée de l'île a provoqué une augmentation des ordures que les autorités peinent à traiter. Mais ce n'est pas tout. Pour protéger le littoral, une réserve marine a été créée le long des côtes. Elle constituerait un parfait garde-manger pour ce prédateur. Aujourd'hui, 500 spécimens rôderaient dans les eaux de l'île. Alors, chez les sauveteurs de la Réunion, le requin bulldog est devenu une obsession. Nous sommes à Boucancanotte, sur la plage la plus meurtrière de l'île. Ici, le requin bulldog a frappé à 3 reprises. 2 surfeurs sont morts en quelques minutes et un autre a été blessé. Un seul, donc baignade interdite au niveau de, après Thomas, au niveau de la patate, un en zone de surf, un à droite, ben après un à droite. Oui. Sylvie est maître nageur sauveteur depuis 7 ans. Depuis que les requins bulldog ont fait leur apparition, elle délimite avec ses collègues une zone de baignade très stricte. Jamais à plus de 20 mètres du bord de plage. Pour surveiller les nageurs, cette chef de poste dirige 6 sauveteurs. Donc vous pensez quoi aujourd'hui par rapport à la couleur de la flamme? On met un orange baignade par rapport à la houle, la visibilité. Ce jour-là, les conditions de baignade sont relativement bonnes. Il y a un peu de houle, mais le fond de l'eau est clair. Malgré tout, les sauveteurs quadrillent en permanence la zone de baignade en bateau pour détecter les approches de requins. On patrouille pour apprécier la visibilité sous l'eau. Alors, en général, en début de journée, avec le soleil dans le dos qui se lève à l'est derrière la montagne, on voit bien, comme on voit là maintenant, le plan d'eau, on peut voir bien le fond depuis les vigiles, la chaise haute et tout ça. Et en fin de journée, lorsque le soleil passe devant et commence à faire briller le plan d'eau, on patrouille pour éventuellement observer la qualité de l'eau, parce qu'on ne peut pas plus voir du bord en fait. En plus de Sylvie et de ses patrouilleurs en bateau, des vigies installés en hauteur ne quittent pas des yeux ces eaux turquoises. Ils sont équipés de jumelles et de lunettes polarisantes qui atténuent les reflets du soleil à la surface de l'eau. Leur rôle, donner l'alerte à la moindre tache sombre qui se rapprocherait. Le dispositif est conséquent, mais sur cette plage, la profondeur atteint rapidement les 3 mètres, largement suffisante pour un requin. D'ailleurs, ce jour-là, Sylvie reçoit une alerte inquiétante. Il y a un couple qui vient de nous voir. Apparemment, ils auraient vu un aileron au niveau de Cap Omar. Si vous voulez faire une patrouille sur zone, s'il vous plaît. Oui, là. Ok, terminé. Alors, il y a un couple qui est venu nous voir, nous signalant qu'ils auraient vu un aileron, mais ils ne savent pas si c'est un aileron de dauphin ou un aileron de requin. Parfois, ça peut être une raie qui lève la dorsale. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à mes collègues d'aller faire une patrouille sur zone, que les gars en vigie et en chaise, ils soient vigilants. La localité, là, s'il te plaît? Non, ils n'en ont aucune idée. Ils disent que c'est au niveau de Cap Omar, mais ils ne nous ont pas dit plus qu'ils ont vu un aileron. L'aileron a été aperçu à 700 mètres de là. S'il s'agit bien d'un squale, il peut être là en quelques minutes. Mais pour éviter un mouvement de panique chez les baigneurs, Sylvie décide de ne pas les évacuer pour le moment. Voilà, c'est une tortue, il n'y a pas de requin, quoi, ça c'est sûr. Donc là, mes collègues étaient voir et effectivement, il y avait une tortue. Donc ils ont vu une tortue, c'est certifié, ils l'ont bien observé. Donc les gens, ils ont dû voir la tête de la tortue sortir et tout de suite, ils ont pensé à un requin. C'est stressant de toute façon au quotidien, mais après, on sait pourquoi on fait ce métier. Le danger, il n'y a pas de danger zéro.
Il n'y a pas de risque zéro, donc à ce moment-là, à nous de bien surveiller et de faire face quand ça arrivera. En début d'après-midi, les conditions météo vont changer. Les premiers rouleaux se forment et rendent la mer beaucoup plus attrayante pour les enfants, mais aussi bien plus dangereuse. Sylvie est obligée d'intervenir. Les enfants, allô, venez, rapprochez-vous. La particularité, c'est que quand il y a de la houle, ça génère un courant. Donc les gens, ils sont dans le courant là en ce moment, qui les tirent au large. Et donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et il y a un autre problème. Les vagues agitent le sable au fond de la mer et l'eau devient de plus en plus trouble. Les requins peuvent approcher sans être vus. Sylvie décide d'alerter immédiatement les vacanciers en hissant un drapeau qu'on ne trouve qu'à La Réunion. Orange, ça veut dire que les conditions sont réunies pour avoir des requins potentiels. Les conditions sont qu'il y a la houle commence à rentrer, la visibilité elle est moindre, donc c'est pour ça qu'on hisse la flamme orange requin. Et si on devait hisser la flamme rouge, ça voudrait dire qu'un requin était signalé et observé. Quand le drapeau requin est hissé, la baignade n'est pas interdite, mais tous les nageurs sont appelés à la plus grande vigilance. D'ailleurs, chez les touristes, ce drapeau ne passe pas inaperçu. On fait attention, on garde des drapeaux et puis c'est vrai qu'on reste vraiment que au bord, quoi. Myriam, 38 ans, est née à La Réunion. Elle y a passé une bonne partie de sa vie. Aujourd'hui, elle habite à l'étranger, mais revient chaque été sur cette plage avec ses enfants Raphaëla et Gabriel. Plus jeune, elle se baignait en toute insouciance, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La plage de toutes les vacances, de toute l'enfance, on venait là tous les week-ends. On nageait même loin, au large, derrière la piscine, là dans les récifs quand la mer est calme, avec Enfin, il y avait plein de poissons. Maintenant, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on ne plonge plus là. Et on n'a jamais vu de même les grosses vagues, la houle et tout, on n'a jamais vu de requins à l'époque, quoi. Depuis les attaques de requins, le surf et la plongée avec tuba ont été interdits sur cette plage. Quand elle vient avec ses enfants, Myriam les autorise à jouer dans les vagues, mais ne les quitte pas des yeux car les requins sont capables de s'approcher tout près du bord. Je te vois pas ici, Loulou. Je te vois pas quand tu es ici. Là-bas, je te vois mieux. Je sais qu'il reste au bord, qu'il va pas aller nager, donc nickel. Tant qu'il va pas nager, c'est bon. Tant qu'il n'a pas de planche de surf ou de morée, il n'y a pas de souci. Il y a 2 ans, un des sauveteurs de Bouc-en-Canotte est mort à cet endroit. Il n'était pas en service ce jour-là et surfait sur les vagues en plein après-midi. Le requin ne lui a laissé aucune chance. Son corps n'a jamais été retrouvé, il a été emporté au large. Une stèle a été dressée en souvenir de ce jeune homme et aussi d'une autre victime des requins. Aujourd'hui, la baignade s'est bien passée. Sylvie peut souffler un peu, mais à La Réunion, les squales ne sont jamais bien loin. Le lendemain, en début d'après-midi, une attaque s'est produite sur une plage un peu plus loin, une plage non surveillée. Sous cette bâche, une partie du corps de la jeune fille que les autorités viennent tout juste de récupérer. L'attaque a été d'une rare violence. Une adolescente de 15 ans se baignait avec sa sœur quand elle a été happée par le requin. C'est la première fois qu'un requin s'attaque à un baigneur et non à un surfeur. Les gendarmes bouclent le secteur. Reculez, mesdames, s'il vous plaît. Portez-le en dehors du mur, là-bas. D'accord. À quelques dizaines de mètres de là, ce restaurateur a assisté au drame et au repêchage d'une partie du cadavre par un pêcheur. Les 2 jeunes filles étaient en train de se baigner. Il y en a une qui est remontée et l'autre s'est fait happer. Le gars, il est redescendu tout de suite avec son bateau pour essayer de retrouver quelque chose. Et il a ramené ce qu'il a pu ramener, quoi. La jeune fille venait d'arriver de métropole pour passer 3 semaines de vacances avec son père. Elle nageait avec un masque et un tuba non loin du club nautique où son père travaille.
L'adolescente n'était qu'à 3 mètres du bord. C'est la première fois qu'un requin attaque aussi près. À 2-3 mètres, il n'y a plus pied là. Donc habituellement, les enfants s'amusent sur le bord, comme ça, sur le sable. Regarde là jusqu'où le sable part. Ok, hop, derrière cette vague-là, c'est creux après là. Donc les gosses, ils avaient l'habitude de jouer là, comme ça. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'un requin arrive à ce niveau-là. Faut plus aller dans la mer maintenant. Faut aller dans le lagon. Voilà. Sur l'eau, un balai de bateaux s'organise. Les autorités ont lancé une traque aux requins. Leur objectif, tuer l'animal et le récupérer pour procéder à des analyses. Ces bateaux de pêcheurs partent sillonner toute la baie. De leur côté, les sauveteurs tentent de récupérer le corps de la jeune fille. Hors de question qu'il soit rejeté sur une plage. Steph, tu prends à gauche, je prends à droite? Tu prends à gauche, je prends à droite? Sylvie participe aux recherches. Pour se donner une chance de capturer le requin, les pêcheurs ont truffé les fonds avec des centaines d'hameçons. Ces recherches sont nécessaires pour que la famille puisse faire son deuil. Mais pour les sauveteurs, cette mission est difficile à vivre. Bah nous, ça nous touche parce que ce soit des gens qu'on connaisse ou non, on se met à la place de la famille parce qu'on se dit que ça peut être nous. Une attaque de requin, c'est brutal, c'est la nature, c'est voilà, une attaque sauvage. J'ai une fillette de 15 ans, donc on est tous nous-mêmes parents, donc ça nous met quand même un froid dans le dos. Mais bon, après, ça reste notre métier, on aime notre métier, et puis on fait ça avec tout le cœur qu'on peut apporter, quoi. Et le soutien aux familles également. En tout cas, il n'y a rien qui flotte. Aucune zone n'est négligée, et pour réussir, les sauveteurs décident de se laisser guider par les courants. Tu vois, si ça commence à remonter, peut-être avec ça va plus ramener vers le bord. Se mettre en dérive pour voir le courant. Dans quel sens va le courant? Éventuellement, s'il y a des restes, voir dans quelle direction ils auraient pu se situer. Pendant que les sauveteurs longent la côte, à terre, les gendarmes continuent à sillonner la plage, au cas où la mer rejetterait le corps. Les recherches vont durer 2 jours, mais resteront infructueuses. Le reste du corps de l'adolescente ne sera jamais retrouvé. Il y a 3 ans, sur ces plages de rêve de la Réunion, un surfeur a bien failli aussi y laisser la vie. Il était venu passer des vacances en famille. Aujourd'hui, il vit dans le sud de la France. Retour en métropole, à Martigues, à quelques kilomètres de Marseille. Éric Dargent est un miraculé. Coucou. Âgé aujourd'hui de 35 ans, Éric porte une prothèse à la jambe gauche. Hugo, tu veux m'aider à ranger? Si tu peux ranger déjà ton jouet, ça serait bien. Éric n'a pas perdu le sourire, mais il a laissé une jambe sur l'île de la Réunion. Parti en vacances avec sa femme et ses 2 enfants, ce passionné de sport de glisse a croisé sur sa route un requin alors qu'il surfait. Il n'oubliera jamais cet instant où tout a basculé. Quand c'est arrivé, j'étais assis sur ma planche, je ne bougeais pas. J'attendais une vague. Je n'ai rien vu venir. Pourtant, le temps était calme, il n'y avait pas de vent. Donc s'il y avait quelque chose qui avait bougé autour de moi, je l'aurais vu. Et donc le requin est vraiment venu m'attaquer par-dessous. Et quand j'ai senti quelque chose, finalement, ce n'est pas une douleur très violente. C'est un petit peu, pour expliquer, souvent j'explique que c'est un petit peu comme si la jambe venait taper un rocher ou taper quelque chose de dur. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'accrochait à moi. Et donc j'étais assis sur ma planche et à ce moment-là, j'ai penché la tête pour voir ce qui se passait. Et c'est là où j'ai vu le requin. J'ai vu que c'était un requin bulldog aussi, toute la forme d'une tête arrondie. Et à ce moment-là, je me suis défendu, j'ai commencé à taper sur le requin. J'ai frappé le plus fort possible sur sa tête et puis j'ai senti qu'il commençait à vriller vers le fond. Et en fait, la chance c'est que ma jambe s'est arrachée et à ce moment-là, j'ai senti que ça lâchait. Et moi, j'ai pas vu tout de suite que vraiment ma jambe, qui m'avait arraché la jambe. Donc j'ai continué à partir
Donc là, il y a vraiment toute cette angoisse de mourir. Je me suis vu rester au fond, j'ai lutté au maximum, j'ai ramé, j'ai hurlé. J'étais pas très loin du bord, donc j'ai pu rejoindre le bord. Pour moi, j'ai eu vraiment ce moment de flottement où je savais pas si j'allais mourir, si j'allais vivre. Et puis je me suis raccroché, voilà, cette image de mes enfants, de ma femme qui était à côté. Pour moi, je pouvais pas y rester. Eric a été amputé d'une jambe. Depuis cet accident, il a dû réapprendre à vivre avec ce handicap. On perd sa jambe, on perd pas que sa jambe, on perd aussi sa place quelque part d'homme fort. Donc on a besoin aussi de reprendre cette place, c'est important. Ses vacances ont longtemps hanté sa famille. Mais son combat pour reprendre le dessus force aujourd'hui l'admiration de ses enfants. C'est bien parce qu'il n'a jamais baissé les bras, en fait, il a toujours continué. Je commence à m'habituer beaucoup parce qu'il est amputé depuis longtemps, depuis 2 années, bientôt 3. Et maintenant, c'est comme s'il était comme avant. Il est très courageux, que je l'aimerais toujours. Moi, je trouve qu'il est bien comme papa. Eric n'a jamais abandonné sa passion de la glisse. Depuis l'attaque du requin, il s'était toujours promis de remonter sur une planche. Grâce à sa prothèse, il surfe aujourd'hui les vagues comme avant. Eric a été l'une des premières victimes d'une longue série d'attaques de requins sur l'île de la Réunion. Depuis son accident, les requins bulldogs n'ont cessé de se rapprocher des plages. Et les écoles de surf de l'île ont fermé les unes après les autres. Pour limiter les drames, les dernières écoles de glisse embauchent 2 fois par semaine des gardes du corps un peu spéciaux, des hommes grenouilles. Ok, tout bon. On retrouve dans l'eau. Vous vous mettez de quel côté? On sera sur la fin du pic. Les plus jeunes, on sera dans la reforme et il y en aura 2 un petit peu plus dans l'ouverture. Voilà. Pendant que les élèves seront sur leur planche, ces plongeurs qu'on appelle vigie-requins vont rester sous l'eau. Philippe à droite et ses collègues ont pour mission de détecter l'apparition éventuelle d'un squale. Là, on va regarder la qualité de l'eau. Bon, là, c'est vrai, il n'y a pas de couverture nuageuse. Donc, c'est déjà un atout. Il n'y a pas beaucoup de houle, donc je pense que ça va être une session dans de bonnes conditions. Leur travail est très risqué, alors pour parer à la moindre attaque, Philippe dispose d'un fusil harpon muni d'une flèche en titane pour transpercer le requin. Il faut des outils à la mesure de ce qu'on va faire. C'est des requins très très malins et on le voit placide, avancer tout doucement et puis en une fraction de seconde, ça devient une fusée. On y va Lisa, Victor, c'est cool? Ah ben ils sont même pas à 3 mètres de nous. Donc dès qu'on rentre dans l'eau, on voit un petit peu ce qu'il en est au niveau de la visibilité. Donc c'est clair que là, il n'y a pas de souci, en tout cas au niveau de la surveillance. Les surfeurs qui attendent la vague sur leur planche sont aveugles. Philippe et ses comparses seront donc leurs yeux. Sur ces images, on constate que le dénivelé est important. Les surfeurs évoluent très vite dans 3 mètres de profondeur. Ils deviennent alors des proies faciles pour les requins. Sous l'eau, Philippe a une visibilité supérieure à 5 mètres, une distance suffisante pour réagir en cas d'attaque. Ils sont armés, en tout cas s'il y a un requin qui s'approche de la zone, il est neutralisé, nous on risque rien pour l'instant. Après il y a toujours des risques ici, il faut prendre sa part de responsabilité. On est surveillé, une barrière de corail qui nous protège, franchement rien ne m'arrête pour faire du surf. Pour en finir avec les attaques de requins et faire remonter la fréquentation touristique, l'État a lancé un projet de grande envergure et les associations de surfeurs se sont organisées pour mieux connaître leurs adversaires. Ils ont décidé d'implanter des puces sur 80 squales afin d'identifier les zones à risque et la fréquence des passages. Ce jour-là, Guy Gazo et son fils Alexis préparent une expédition en mer. Tous deux sont bénévoles pour la Ligue de surf et surtout des plongeurs reconnus. Dans quelques minutes, ils vont implanter des émetteurs sur des requins. Voilà ce qu'est l'émetteur. Voilà, et il est fixé par un petit dard qui se trouve au bout d'une cordelette, voilà. Et ça rentre dans la peau du requin et ça se retourne derrière. Et donc voilà, ça navigue avec lui, ça ne le gêne pas absolument.
Avec cette petite embarcation, Alexis et son père partent rejoindre un gros bateau situé à quelques kilomètres des côtes. À bord, quand ils tombent sur un requin bulldog, voilà comment ils procèdent pour le marquer. D'abord, ils le pêchent à l'aide d'un appât. Une fois que le squale a mordu à l'hameçon, ils le retiennent dans un certain périmètre. Alexis plonge alors en apnée à une dizaine de mètres pour tirer l'émetteur sur le requin avec un fusil harpon. Une fois que le requin est touché, Alexis et son père le remontent à la surface pour prendre des mesures précises. Taille de la mâchoire, espacement des dents, toutes ces données vont servir à étoffer la carte d'identité de chaque spécimen. Contrairement aux apparences, cette femelle de 3 mètres n'est pas du tout endormie. Elle peut mordre Alexis à tout moment. Alors, pour éviter de se faire attraper la main, les membres de l'équipage maintiennent sa bouche ouverte à l'aide d'un crochet. 41, largeur d'un bout à l'autre. Arrête de faire le con. C'est bon, c'est bon. Alexis et son père peuvent maintenant le relâcher en le détachant au niveau de ses nageoires et de sa queue. Le requin bulldog va vivre désormais avec son émetteur. Pour le suivre à la trace, Alexis et Guy vont maintenant installer ses récepteurs à proximité des spots de surf. 109 268, 9h40. Là, on a un récepteur qu'on va aller installer pour pouvoir détecter le spot de surf est juste derrière. Au moins sur la période d'hiver, savoir ce qui s'y passe. Essayer d'arriver à comprendre un peu. Une fois encore, cet apnéiste chevronné va descendre à 10 mètres de profondeur pour poser le récepteur sur cette ligne de flottaison. Il enregistrera désormais tous les passages des requins marqués dans un périmètre de 500 mètres. Pour se protéger d'une attaque, Alexis et son père plongent toujours à deux et Guy tient toujours un bâton pour repousser le squale. Une protection qui peut sembler dérisoire. Alexis et son père vont en profiter pour remonter un récepteur posé précédemment. Ils vont recueillir ces données à bord de leur embarcation. Je vais te la nettoyer d'abord. Non, non, c'est bon, c'est bon. On a, par rapport au dernier moment où on a posé la balise, on a 3 semaines d'enregistrement de données. Et ça nous permettra de savoir quels sont les requins marqués qui sont passés dans la zone pendant ces 3 semaines-là. Les limites de ce matériel-là, c'est la prévision. On ne peut pas dire maintenant si dans 5 minutes il y aura encore des requins ou s'il n'y en a pas. C'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est analyser ce qui s'est passé avant. Impossible de détecter en temps réel les passages de requins. Mais depuis 2 ans, les récepteurs ont tout de même livré des informations intéressantes. Les requins bulldogs visiteraient la côte surtout pendant les mois de juillet et août. Cela correspondrait à une période de reproduction. Autre détail, ils circuleraient surtout le jour et resteraient en moyenne une 30aine de minutes dans la zone du littoral. Les autorités finiront-elles par interdire la baignade sur toute l'île? Difficile à envisager tant le tourisme est important pour la Réunion. L'île n'en a certainement pas fini avec les drames. Pour l'heure, la population tente de panser ses plaies, comme en ce jour d'hommage à l'adolescente, la dernière victime des requins. La mer, elle nous fait mal. Avant, elle nous enchantait. Elle nous permettait de nous libérer, d'assouvir notre passion, d'être libre. Aujourd'hui, elle nous fait mal. Ce jour-là, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour une cérémonie aux fleurs qu'ils espèrent ne pas avoir à revivre. Loin des requins et des drames de la mer, une autre île fait la joie des vacanciers. La Corse accueille chaque année 2,5 millions de touristes. C'est la destination la plus prisée après Paris et la Côte d'Azur.
Ici, les estivants profitent des paysages de rêve, mais aussi des rivières et des canyons. Mais certains oublient que la Corse est une terre sauvage et qu'il convient d'être prudent. Nous sommes près d'Ajaccio, sur la base du peloton de gendarmerie de haute montagne. Les hommes du PGHM de Corse font partie de l'élite de la gendarmerie nationale. Leur spécialité, le secours en altitude. Ici, 14 hommes ultra entraînés sillonnent tous les jours l'île de Beauté en hélicoptère. Le meilleur moyen d'accéder rapidement aux zones les plus reculées. Il y a quelques minutes, les sauveteurs ont reçu un appel de détresse. Un moniteur de canyoning les a contactés pour signaler la blessure d'une vacancière. La femme ne peut plus bouger. William, gendarme de haute montagne de 44 ans, doit intervenir en urgence, car la touriste souffre beaucoup. Là, vous partez sur quoi? Donc là, en fait, on part sur une suspicion de fracture de cheville. Une dame en canyon qui serait ratée apparemment dans un toboggan. Et voilà, on n'a pas plus d'infos, il n'y a pas une notion de gravité importante et on va voir ça sur place. C'est en hélicoptère que William et ses collègues vont tenter de l'extraire. Après 15 minutes de vol au-dessus des montagnes corses, ils repèrent le groupe de touristes. La blessée est au fond de ce canyon, 20 mètres plus bas. Ok, bonne hauteur, bonne position. 3, 2, 1. Hop, il est au sol là. Élytreuillé, William s'approche immédiatement de la victime. Elle s'est tordue la cheville entre deux rochers. Elle est frigorifiée. Il n'y a pas de saignement. C'est... D'accord. C'est très bien. Ouais. Ouais, donc la victime souffre donc d'une fracture, enfin d'une traumatologie simple, c'est fermé, il n'y a pas de complications. On peut faire une extraction. William est en liaison radio permanente avec l'appareil. Pour apporter les premiers soins, il a demandé l'aide de son coéquipier qui va descendre à son tour. Franck, le pilote de l'hélicoptère, va devoir rester en vol stationnaire. Une manœuvre délicate que redoutent tous les pilotes. Il n'y a jamais vraiment de mission anodine. Parfois, on sait très bien que quand on part sur un canyon ou sur un secteur montagneux et que les conditions de vélocité sont assez marquées, on sait que ça va être peut-être plus compliqué. Mais il n'y a jamais de secours facile. Malgré la présence d'arbres, le pilote a posé le secouriste à l'endroit même où il le souhaitait. William et son collègue n'ont plus qu'à poser une attelle à la vacancière. On vous emmène à Ajaccio, ouais. C'est parfait. Ah, parce que si c'est cassé... Oui, l'été, ouais, ça n'arrête pas. Ouais. En canyon, c'est vrai qu'en fait, juillet-août, on a moins d'activité sur le sentier classique, j'allais dire, de la Corse, qui est le GR20. À cause de la chaleur, les gens viennent se réfugier dans les vasques des ruisseaux corses. Et donc, il y a un transfert d'activité de la montagne vers le canyoning. Les canyons corses jouissent d'une énorme popularité auprès des touristes, mais ils sont la bête noire de William et de ses collègues. Pendant l'été, les secouristes sont souvent appelés à y revenir. La victime sera finalement transportée à l'hôpital d'Ajaccio afin d'être prise en charge par les médecins. Dans le ciel corse, chaque été, le balai des hélicoptères est permanent. Retour sur la base d'Ajaccio. PGHM, bonjour. Quelques minutes plus tard, c'est René qui est sur le départ. Cette fois-ci, l'appel a été lancé depuis ces montagnes par une monitrice de colonie de vacances. Un enfant de 10 ans s'est blessé. Mais ce jour-là, les 3 hélicoptères des sauveteurs sont déjà tous mobilisés. L'été dans les airs, c'est l'embouteillage. René doit attendre une demi-heure avant de décoller. Quand on est à la base et qu'il y a une mission, on va dire qu'on décolle dans le quart d'heure, alors que là, ça fait à peu près 35 minutes qu'on est au courant, quoi. Voilà. Donc c'est les impératifs, quand les secours s'enchaînent et que les hélicos sont pris, il y a de l'attente forcément, quoi. L'enfant blessé s'est tordu la cheville sur un rocher lors d'une balade.
Sa monitrice est restée auprès de lui, mais il ne faut plus tarder. Wow, Fox, on décolle face à la mer, virage droite vers secteur Zulu Novembre Victor. Donc on récapitule, on part sur une suspicion de fracture à la jambe d'un jeune. Ouais, priori 10 ans. La zone de nettoyage, c'est secteur forestier. Bah écoute, il faut être aux abords de la rivière, quoi, je pense. Hein. Bon, pour l'ouverture de la porte. Derrière, tout le monde est sécurisé. Allez, j'ouvre la porte. René doit maintenant localiser le campement de la colonie, mais l'épée maquis corse ne facilite pas les recherches. Heureusement, il dispose des coordonnées géographiques du téléphone portable de la monitrice. En quelques minutes, l'enfant est repéré. Mais cette fois-ci, la présence de lignes téléphoniques interdit au pilote de descendre trop bas. René va être élitrué sur 50 mètres. Ok, on est prêt pour le nettoyage. Faisons la potence. Ok, bonne hauteur, bonne position. Ok, j'envoie. René est un spécialiste de l'escalade. Il va gérer cette descente en rappel avec beaucoup de concentration, car la moindre erreur peut lui être fatale. Il est maintenant 40 mètres sous le bateau. Bonne hauteur, bonne position. Attention pour toucher. 3, 2, 1. Hop, il est au sol, 50 mètres. Ok. Le crochet est libre, je remonte le crochet. Ils ont contact de la victime. René va pouvoir faire un premier bilan. D'accord. Donc je t'explique. On va te mettre une attelle pour immobiliser ton pied. Hein, de 1 à 5, tu as mal combien? La douleur? Tu dirais quoi? 5, c'est très très mal. 3? René a diagnostiqué une entorse. L'enfant de 10 ans est inquiet. Pour le rassurer, le secouriste fait son maximum en lui expliquant chaque manipulation. Ok, donc on va sortir une attelle, la pompe, et puis on va immobiliser cette cheville douloureuse. Vas-y, mets-toi sur le... Oui, non, sur le dos, Voilà. Ok, on va prendre une seule jambe. Bon, ça va serrer un petit peu. Si tu as mal, tu le dis, d'accord? Il faut que tu souris, hein. Tout va bien, hein. On va s'occuper de toi, d'accord? Ok, mets ta... Vas-y, redresse-toi, mets ta main derrière mon cou. Ok. Ok, essaie de lier les deux jambes, mets les deux jambes raides pour les lier, voilà, comme ça. Allez, attention pour lever. Okay. Aucune route à l'horizon. L'enfant va donc avoir le droit à un baptême de l'air. Une expérience qu'il pourra bientôt raconter à ses copains. Mais pour René, l'élitreillage d'un enfant est toujours délicat. Alors ce que tu vas faire, regarde, le secouriste c'est tes yeux et tes mains. Tu le regardes, tu mets les mains le long du corps comme ça, d'accord? Et tu vas monter, d'accord, avec... Ouais, affirme, écoute, on est prêt pour l'évacuation, tu peux venir pour secouriste et la victime, jeune enfant. L'hélicoptère reprend position à 50 mètres du sol. C'est l'heure de la remontée. Voilà, attention à la jambe. Ok, tu peux envoyer, c'est bon, tout est ok. En quelques secondes, le jeune garçon est remonté à bord. J'arrive sur le patin pour 1 mètre. Ok, on passe le patin. Ok, le petit est rentré. Sécurise le deuxième. Il avait l'air un peu terrorisé. Bah oui, mais je trouve ça en plus quoi finalement. Non, il est courageux. Ah, je pense que... C'est un bon courageux. Donc là on va sortir le sac à dos. Ok. L'enfant étant mineur, René va maintenant remonter sa monitrice de colonie de vacances. C'est elle qui l'accompagnera à l'hôpital. Un sauvetage comme celui-ci coûte en moyenne 8 600 €. Mais en France, le secours est gratuit. Ce sont les régions qui payent. L'enfant est un peu impressionné. Arrivé à Bastia, il est pris en charge par le SAMU. Pour lui, la colonie de vacances est terminée. Ok, mets ton bras autour de moi. Allez, hop, attention, la jambe. Ok. Bon, jeune homme, ça a été? Ouais. Ouais. T'étais courageux quand même, hein? Quelques mots de réconfort avant de se quitter. Des moments partagés entre deux interventions. C'est aussi pour cette raison que René a choisi de faire ce métier,
Une profession éreintante qui laisse peu de répit aux secouristes. La journée, elle se termine en fait demain matin et encore demain matin, il faut encore enchaîner une journée de secours. Hein. Moi, je suis sur Ajaccio pour 3 jours. Donc après, c'est au rythme des inters et après, on se repose quand on peut, entre 2 missions. Cette nuit, s'il ne se passe rien, voilà. Donc c'est H24, voilà, donc bon, on a l'habitude. Heureusement pour René, après plusieurs heures d'intervention ce jour-là, l'hélicoptère ne redécollera plus. Corté, au centre de la Corse. Quand René n'est pas dans les airs, c'est dans cette caserne qu'il retrouve sa femme Lucille et ses 2 filles. Pour sauver des vies, le secouriste risque la sienne tous les jours depuis 22 ans. Sa femme ne le sait que trop bien. J'ai beaucoup d'admiration, surtout quand il se prépare pour un secours, que l'hélico s'envole au-dessus de la tête. C'est vrai qu'il y a de l'admiration parce que je me dis ça va sauver une personne en détresse qui est dans le danger. Donc oui, c'est énormément valorisant pour lui et pour tout ce qu'il fait. Comme beaucoup de ses collègues, René est un survivant. Il a plusieurs fois frôlé la mort. J'ai eu quelques accidents où l'issue aurait pu être fatale. J'ai eu quand même beaucoup de chance dans ma vie, hein, heureusement. C'est vrai que peut-être celui qui m'a fait le plus souffrir, c'est quand j'étais au guide de haute montagne, au stage final, là, au raid à ski. J'étais victime d'une grosse avalanche et c'est vrai que ça a été beaucoup de secondes d'agonie en quelque sorte, où on se dit on ne sait pas si on va s'en sortir. On pense à la famille sous la neige et oui, c'est peut-être le moment qui a été le plus pénible. J'ai jamais imaginé tous les dangers qu'il pouvait y avoir en montagne. Je crois que c'est ce qui m'a préservée aussi. Quand René n'est pas en mission, il consacre beaucoup de temps à ses filles qui l'emmènent faire de l'escalade sur les hauteurs de Corté. Ça se complique? Ouais. Tu vois, tu as une marche au-dessus là. Non, en dessous là. Ton bras gauche. Oh, c'est bien, oh, petit bouchon là. Alors, les sensations, c'est comment? C'était cool. Tu l'avais déjà faite celle-là? Ouais. Charlène est en première année de médecine. Plus tard, elle veut aussi sauver des vies. Une manière de se rapprocher de cette figure paternelle à laquelle elle voue une admiration sans borne. J'ai toujours été consciente des risques que mon père prend dans chacun de ses secours ou entraînements. Et c'est pour ça que pour moi c'est mon héros et ouais, je suis toujours impressionnée quand je le vois partir ou revenir et ça m'impressionne. Bah, ça fait toujours plaisir que ma fille me prenne pour un héros, même si bon, moi j'ai pas l'impression d'être un héros, mais bon. Depuis leur plus jeune âge, Charlène et sa sœur ont dû s'habituer au bruit des hélicoptères. À chaque fois que j'entends le bruit d'hélico, je cherche et je me demande si c'est mon père qui est dedans ou... Il y a toujours cette peur de se demander ce qui va lui arriver parce que on sait aussi ce qui peut arriver en montagne, on l'a vu, on le sait. Et mon papa, il a déjà eu des graves accidents, donc voilà, ça fait toujours peur de se dire est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va se faire mal, mais après on lui fait confiance et on sait qu'ils ne risquent pas non plus leur vie n'importe comment, et donc voilà, il y a ce côté rassurant aussi. Le lendemain matin, le PGHM va être confronté à un accident incroyable. Ce jour-là, c'est Patrice, 42 ans, qui est de permanence. On est sur le chemin. On est sur le chemin. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de sa hauteur, c'est ça? Il a buté sur une pierre et il est tombé la face sur un rocher. D'accord, il est conscient? Donc il a le cuir chevelu complètement, le cuir chevelu complètement ouvert du haut du crâne jusqu'au nez. Au téléphone, la femme du randonneur. Son mari s'est ouvert la tête en chutant contre une pierre. Il est conscient, il parle, ça va? Oui. Il a quel âge? Il sent partout et il s'est coupé la langue aussi, alors ça saigne de partout, c'est hyper impressionnant. Là, il peut pas marcher. Hein. On n'arrive pas trop à estimer entre un scalp vraiment du cuir chevelu ou s'il y a vraiment une entaille plus profonde. Mais bon, comme il y a une hémorragie apparemment assez conséquente, donc ça peut avoir des conséquences plus graves, quoi. Donc là, on va demander un avis médical au SAMU, voir s'il médicalise ou non. Sinon, on partira sans eux.
Les gendarmes du PGHM sont capables de réaliser les premiers soins, mais pour les cas les plus graves, impossible de partir sans l'avis d'un docteur. C'est à un médecin du SAMU qu'ils exposent le cas. Pour la langue, comment on fait? Alors la langue, a priori, si elle est juste un petit peu... Il faut voir, il faudrait que quelqu'un me donne des renseignements un peu plus précis sur la... Nous on l'entendait parler là. Il nous parlait, enfin on l'entendait parler. Voilà, donc s'il vous parle, a priori il a dû se couper la langue un tout petit peu, ça ne doit pas saigner. C'est sûr que ça saigne une langue, hein, c'est très vascularisé. Une petite coupure, ça saigne énormément. Mais bon, il me faudrait un complément de... Quand vous l'avez vu, un complément d'information pour savoir exactement. Mais a priori, il n'y a rien de particulier à faire non plus au niveau de la langue. Hein. Le médecin décide de ne pas accompagner les gendarmes. A priori, pour lui, rien d'alarmant. Patrice et ses collègues partent avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Plus habitués aux fractures de cheville, ils vont devoir gérer la situation avec du matériel médical. Par précaution, ils emmènent tout de même avec eux une infirmière. Ils ne le savent pas encore, mais cette présence ne va pas être superflue. Faute de place à bord de l'appareil, nous n'avons pas pu accompagner les sauveteurs. Nous les avons donc équipés de caméras embarquées. L'accident s'est produit en bord de mer. Sur place, Patrice va découvrir un homme de 65 ans qui est tombé de sa hauteur. Une simple balade en famille qui a tourné à la catastrophe. Bonjour monsieur, comment vous appelez? J'ai mordu la langue, hein. Je ne vais pas vous demander de trop parler. C'est vous qui avez mis le foulard sur la tête? Après? D'accord. Est-ce qu'il a perdu connaissance? Non, en aucun moment. Hein. Le blessé est conscient, mais il a effectivement perdu beaucoup de sang. Je vais vous enlever le foulard, hein, monsieur. Vous dites si ça fait mal. L'homme est méconnaissable. Essayez de ne pas trop mobiliser votre tête, hein, monsieur. Il est scalpé. En chutant, il s'est ouvert le cuir chevelu sur 12 cm. Et pourtant, il ne semble pas trop souffrir. Mais il y a urgence, la plaie est béante et risque de s'infecter. Un peu de bêta. L'infirmière ne lésine pas sur l'antiseptique. Patrice et son équipe doivent impérativement stopper les saignements pour transporter le blessé. C'est pas très agréable. Je vais vous demander d'essayer de lever la tête pour qu'il puisse passer en dessous autant que possible. Au niveau de la langue, vous avez très mal ou pas? C'est de ce côté-là de la langue? D'accord. Dans sa chute, le randonneur s'est aussi mordu la langue. Pour calmer ses douleurs, les secouristes lui injectent un sédatif. On va préparer une pierre. Mettez-moi votre celui-là. Est-ce que vous avez mal? Vous pouvez le tendre pour soulager votre douleur et pour vous remplir un peu parce que vous avez perdu du sang. Ok? Pour ne rien arranger, l'homme a également le nez fracturé. Il a besoin d'oxygène pour respirer. On va vous mettre un peu d'oxygène, monsieur. On va vous mettre dans la bouche parce que le nez, il est un peu de... Je pense qu'il est un peu cassé. D'accord? Il faudrait... Vous arrivez à respirer par le nez? Non, vous avez du mal. Donc, une chose, respirez par la bouche. On va vous mettre de l'oxygène, ok? C'est un effet un peu anesthésiant, si vous voulez. Vous me dites, hein, si ça va ou si ça va pas. Comment ça va là? Respirez normalement, monsieur. Est-ce que ça vous aide un peu? Pas tellement? D'accord. Est-ce que ça vous gêne plus qu'autre chose? Oui. D'accord. Le blessé refuse l'oxygène. Comme sa tension et son rythme cardiaque sont bons, Patrice décide son transfert vers l'hélicoptère. Non, vu le nombre qu'on est, ce que je te propose, c'est qu'on le soulève complètement à 4 et qu'il y a quelqu'un qui fasse passer la perche en dessous. Ça va, monsieur? Ouais, je sais, mais... Attention pour lever, levez. Vas-y, envoie, envoie. Envoie encore. Allez, allez. Allez, allez, encore. Stop, on pose. Magnifique. Vous pesez combien, monsieur? 65. C'est un vrai sportif. Attention pour lever, levez. Ok, on y va tranquille. L'homme n'est pas trop lourd, mais ils s'y mettent quand même à 4 pour éviter les secousses. Super. Bernard, ça va toujours? C'est ultra confort? Sa femme est inquiète.
et faute de place, elle ne va pas pouvoir l'accompagner dans l'appareil. Juste un dernier signe d'affection avant le décollage. Pendant l'été, le PGHM de Corse porte assistance à plus de 200 personnes. Mais l'accident de ce randonneur reste exceptionnel. Le blessé sera opéré dans la foulée par les chirurgiens de l'hôpital d'Ajaccio. Retour à la base pour Patrice et son équipier. Tu vois, on a bien fait quand même de demander la présence de l'infirmière parce que, donc effectivement, il avait quand même un beau traumatisme au niveau du front avec une plaie très profonde. Il a perdu énormément de sang. Tu vois, on était 3 et c'était bien parce qu'on a pu se répartir la tâche de travail. Nous nous sommes rendus aux urgences quelques heures plus tard. Martine, la femme du randonneur, est plus apaisée. Son mari a été recousu. Il vient tout juste de sortir du bloc opératoire. Il s'est réveillé, il est sorti de salle d'opération. Il est nettement moins tuméfié, le nez droit, donc ça rassure un peu quand même. Parce que je pensais qu'il allait avoir le nez un peu tordu. Martine devra patienter encore un peu avant de retrouver le vrai visage de son mari. Mais ce n'est rien comparé à la frayeur qu'elle a eue. Il est tombé face contre la roche et il ne bougeait plus. Donc moi j'ai cru qu'il était mort. Franchement, j'ai eu vraiment très peur. Très peur. Après quelques jours d'hospitalisation, le mari de Martine a pu rentrer chez lui. Il est aujourd'hui tiré d'affaire. Nous sommes à l'autre bout de l'île de Beauté, à Porto Vecchio. Dans cette petite ville-là, Marie se repasse en boucle la vidéo de son secours, entourée de ses amis et de son mari. Ah oui, d'accord. Génial. Ma peur, c'était que le filin ne puisse pas soutenir notre poids, mais tout compte fait, si. 2 semaines plus tôt, Marie a aussi fait la connaissance des gendarmes du PGHM. Ce jour-là, alors qu'elle et ses amis sont en randonnée, son ménisque craque. Impossible d'avancer. La voilà bloquée en montagne. Gauche, droit, gauche. C'est bloqué à entendre. On va l'extension. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Ok. Ça fait peur pour un début de vacances. À partir du moment où je pourrais me baigner, tout va bien. Il ne sera pas perdu. La randonnée, c'est terminé? Je suis pas très courageuse, mais alors là, c'est fini. Malgré son genou douloureux, Marie n'a pas perdu son sens de l'humour. En même temps, vous ne faites pas l'hyposuction, non, c'est dommage. Il faudra demander au chirurgien là-bas. Est-ce que vous avez testé le filin? Je sais combien peut-il supporter? Oh, des tonnes. Il n'y a pas besoin de la liposuction pour le filin. Marie plaisante, mais elle n'est pas prête d'oublier cette douloureuse expérience. Et 2 semaines plus tard, elle a toujours ses béquilles. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce genou alors? Il n'y a pas grand-chose à voir parce qu'en fait, un ménisque, je peux vous montrer mon genou, mais je peux aussi vous montrer la béquille qui va avec. Malgré son handicap, Marie compte bien profiter de ses derniers jours de vacances. On a encore quelques jours ici, donc on va continuer baignade et puis toutes les bonnes choses qui vont avec la vie en Corse. L'année prochaine, elle a bien l'intention de revenir en Corse, en évitant peut-être la montagne et ses dangers, et en profitant plus sagement des joies de la mer.